Bonsoir Thomas Negaroff. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis et on va revenir avec vous sur ce psychodrame inédit à la Maison-Blanche. Hier, une réunion entre Donald Trump et les démocrates qui vire au règlement de compte. Donald Trump accusé d'avoir fait obstruction à la justice dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle, eh bien, pourrait être menacé par une procédure de destitution. Et alors ça l'a mis dans une colère noire. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait longtemps que la simple évocation même d'une destitution potentielle le rend fou furieux. Et là, effectivement, il qualifie même, il dit même pas le mot impeachment pour un peu faire monter la sauce, quoi. Il dit le mot le mot voilà, I. le I-word. Aux États-Unis, quand on dit N-word, c'est nigger pour pas dire le mot qu'on n'ose pas dire, qui est tabou. Et lui, il dit ça. C'est de la commedia dell'arte. Il est très fort là-dessus. Il le fait très bien. Eh bien, on va regarder justement ce moment-là. I don't do cover-ups. This whole thing was a takedown attempt at the President of the United States. All of a sudden, I hear last night they're going to have a meeting right before this meeting to talk about the I word. The I word. Can you imagine? Là, il est très en colère. En même temps, on peut se demander si c'est pas justifié cette colère, puisque c'est vrai qu'il y a une enquête sur ces fameux liens avec la Russie, mais le président a été blanchi. Alors ça, c'est ce qu'il aimerait faire passer comme message. C'est en tout cas le message qu'a tenté de faire passer son ministre de la Justice, William Barr, quand il a résumé en 4 pages, de manière assez brouillonne et très synthétique, on peut lui reconnaître cette qualité, et il a considéré qu'il n'y avait ni obstruction ni collusion, parce que le président s'est empressé de tweeter, de hurler, de crier en meeting et partout à la télévision. La réalité, elle est un peu plus compliquée. Ce rapport... On n'a pas une version complète. Il y a des tas d'éléments d'obstruction, au moins sur une dizaine de sujets. Il y a des éléments aussi d'ingérence, mais le procureur spécial indépendant, Robert Mueller, n'a pas pu prouver à 100%. Il a donc, lui, livré ses conclusions et elles ont été traduites d'une certaine manière un peu biaisée par le ministre de la Justice. C'est en tout cas ce qu'on apprend jour après jour avec des gens qui ont accès à ce rapport et qui tentent à mesurer largement les propos du ministre et du président. Et alors, on raconte que Donald Trump a carrément demandé à ses conseillers, par exemple, de ne pas témoigner alors qu'ils étaient convoqués. Ça fait partie effectivement des éléments d'obstruction à la justice. Après, la grande question qui se pose, c'est pourquoi faire obstruction alors qu'on n'a rien à se reprocher ? Et donc c'est en ça que tirer le fil de l'obstruction amène à la vraie question de l'ingérence. Pour l'instant, vous avez raison, rien ne l'accuse à 100%, c'est ça en fait, il fallait qu'il y ait 100%. Il est très difficile de prouver à 100% la culpabilité de quelqu'un. Il y avait énormément d'éléments qui nourrissaient cette théorie-là, mais le procureur Mueller a préféré laisser ça entre les mains du ministère de la Justice qui en a eu une lecture, disons, assez partisane. C'est cette dissimulation, cette entrave à la justice qui pourrait amener à une procédure de destitution, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il y a suffisamment matière pour que ce soit sérieusement envisagé et déclenché même ? En tout cas, les gens qui ont lu le rapport considèrent qu'il y a motif à destitution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura destitution à la fin. Ce qu'on appelle l'impeachment, c'est toute une procédure très longue où le Congrès, les 2 chambres du Congrès, Chambre des représentants d'abord, puis Sénat ensuite, se transforment en cour de justice. Le processus, il est assez long. Il faut d'abord que la Chambre des représentants, la première chambre, dite chambre haute, à 50% majorité simple, décide qu'il y a motif à procès en destitution. Qui est représenté aujourd'hui par les démocrates. Voilà, qui sont majoritaires. Donc ça pourrait être validé. Ça peut être tout à fait validé. C'est pour ça que c'est surtout les élus de cette Chambre qu'on entend, qui appellent à cela. Et ensuite, ça va au Sénat. Et là, au Sénat, c'est plus compliqué parce que pour qu'il y ait effectivement destitution, il faut qu'il y ait les 2 tiers des élus. Aujourd'hui, on a beau calculer dans tous les sens, il n'y a pas 2 tiers d'élus à ce point défavorable à Donald Trump pour imposer cette destitution. Donc, c'est un chemin extrêmement long. Ça ne veut pas dire, donc c'est un chemin, vous avez compris, politique et pas uniquement juridique. Ça ne veut pas dire que dans le rapport, il n'y a pas les éléments suffisamment pour le faire. Alors, on voit bien que ça a peu de chances d'aboutir. Pourtant, on pourrait se dire, est-ce que ça commence pas à se fissurer aussi du côté du camp des Républicains ? Puisque j'ai vu qu'il y a quelques jours, dans son propre camp, un élu a proposé ou a demandé la destitution de son président. Justin Amash, qui est un élu du Michigan, qui alors lui a fait un tweet extrêmement profond, puissant, même il dit, voilà, j'ai lu le rapport. Et en ayant lu le rapport, il y a matière à destitution. Moi, en tant qu'élu des États-Unis, je ne peux pas faire autrement que cela. Alors, depuis, personne n'a embrayé. Ça fait des années que beaucoup fantasment sur les républicains qui se retourneraient contre le président. En fait, le parti républicain est devenu le parti de Trump. Il n'y a qu'à voir, il a quand même 91% d'opinion favorable dans son parti. Donc, il y a des voix dissonantes. Celle-ci en est une. Elle n'est pas assez puissante pour embarquer et pour être suivie. Est-ce qu'il y a des risques
pour les démocrates de déclarer ce type de guerre? Je pose cette question parce qu'on va voir ces fameux tweets en rafale du président des États-Unis, comme celui-ci, il a à peine quelques heures. Voilà, Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières, vous parliez de victimisation, et dit « ça a déjà coûté 40 millions de dollars, c'est une énorme perte de temps, d'énergie ». En gros, les démocrates ne travaillent pas et préfèrent me harceler pendant ce temps-là. Est-ce que ça peut se retourner contre les démocrates? En tout cas, c'est le psychodrame d'hier, parce que les démocrates viennent dans le bureau du président américain pour parler des infrastructures. Un grand programme d'infrastructures, des routes, autoroutes, etc. Ça, les Américains en veulent. C'est même bipartisan. Mais lui dit, je ne peux pas les recevoir. Dans la mesure où ils veulent me destituer. Je ne peux pas travailler avec ces gens-là. Donc il est en train de faire porter le chapeau aux démocrates en disant « ce sont des mauvais Américains, ils ne pensent pas aux Américains, ils ne pensent qu'à me destituer ». Et c'est exactement ça. La chasse aux sorcières, c'est effectivement l'idée qu'il n'y a rien derrière, que c'est une attaque comme ça sans fondement, à part un fondement politique. Et donc, non seulement il se victimise, mais il politise à fond la chose. Et donc, effectivement, pour répondre à votre question, du côté des démocrates, il y a un risque. Le risque d'être, à la fois le risque de ne pas définir un programme politique pour la présidentielle, de rester en permanence sur cette question-là, il faut destituer, d'apparaître comme des mauvais perdants, et en même temps de laisser la place à Trump pour se victimiser et apparaître comme le vrai défenseur des Américains. Pourtant, ils y vont. En tout cas, Nancy Pelosi, qui est la patronne de la Chambre des représentants, démocrate, semble être moins prudente qu'à l'ordinaire là-dessus. Pourquoi? C'est quoi? C'est la stratégie, des moyens de pression? On a entendu tout à l'heure Donald Trump dans votre première image là, qui évoquait une dissimulation. En fait, c'est un mot qu'elle a employé, elle. Il y a un cover-up, une dissimulation de quelque chose de la part du président américain. Elle est toujours très, très prudente. Elle ne prononce pas le mot impeachment, elle. Mais pourquoi elle commence à évoquer la dissimulation publiquement? C'est parce que dans son propre camp, dans la Chambre qu'elle dirige, la Chambre des représentants, les jeunes élus démocrates poussent à la destitution de plus en plus, poussent à lancer la procédure. Et elle, qui est la chef du Parti démocrate, dans la Chambre des représentants, elle est un peu poussée vers ses retranchements, même si elle ne croit pas que ce soit la bonne stratégie, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure de victimisation, et puis elle pense qu'au final, ça n'aboutira pas. Donc pourquoi lancer un tel machin qui, à la fin, n'aboutira pas? Est-ce que ça peut quand même détourner l'attention? On entend beaucoup parler des réussites économiques de Donald Trump pour le pays, du taux, de la cote de popularité très élevée toujours chez les Républicains. Est-ce que finalement, là, on attire l'attention sur autre chose? Non, je crois que la stratégie des démocrates, personne n'imagine qu'on peut aller au bout. Quoique, vous savez, au moment du Watergate, le président Nixon avait démissionné avant d'être destitué. À peu près au même moment par rapport à sa démission effective, la plupart des Américains, une majorité très importante, ne pensait jamais qu'il y aurait destitution. Donc, c'est pas parce ça serait allé jusqu'au bout. Et ça serait allé jusqu'au bout. Donc, c'est pas parce que c'est inenvisageable aujourd'hui que ça sera inenvisageable toujours. Mais même si on en reste à l'idée que c'est inenvisageable, pour les démocrates, finalement, il s'agit surtout de lancer la chose, pas forcément pour détourner l'attention. C'est une façon de détourner l'attention, mais pour la placer quelque part. Et le quelque part, c'est où? C'est là où ça peut blesser Donald Trump. Alors, c'est quoi? Donald Trump, il a été élu sur, en gros, 2 grandes promesses, 2 grandes posture. La première, c'est l'homme d'affaires génial, le businessman extraordinaire qui a réussi dans les affaires et donc qui réussira pour l'Amérique. Ça, on voit que c'est un peu écorné à mesure que les révélations sur ces pertes colossales, $1 milliard en 10 ans entre 85 et 94, sont révélées. Premier élément. Et puis le deuxième, Make America Great Again, rendre à l'Amérique sa grandeur. Le patriote des patriotes. Voilà, le patriote des patriotes. Mais si le patriote des patriotes, il est victime non seulement d'une destitution, mais qui peut être politique, mais surtout pour ingérence, avec une puissance étrangère, et pas n'importe laquelle, la Russie, que les Américains ne portent pas particulièrement dans leur cœur. Vous voyez les 2 dimensions. Alors là, les démocrates se présentent comme finalement les plus patriotes. Exactement, dans cette espèce de match, de tous. De ce match qui est souvent ce qu'est la présidentielle. Ça pourra, très rapidement, puisqu'on n'a plus de temps, mais ça pourra impacter justement les présidentielles, c'est dans 1 an et demi? Alors pour l'instant, quand on demande aux Américains quels sont leurs principaux critères, le rapport Mueller, c'est 0. Personne. Aucun Américain ne dit « je me déterminerai par rapport au rapport Mueller ». En revanche, ce que ça peut vouloir dire, au fond de la présidence Trump et de ce message pas forcément très patriotique qu'il a porté finalement, ça peut avoir son effet à moyen terme. Eh bien merci. Merci beaucoup Thomas Negarov d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la crise politique en Grande-Bretagne. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission.